Pourquoi sommes-nous des individus en crise ? Parce que nous sommes des individus. Je trouve ça un peu vexant qu'on me dise voilà comment tu dois conduire ta vie. Thierry Jobard est libraire et critique littéraire spécialisé en sciences humaines. Obligé de remplacer un collègue au rayon développement personnel et donc d'en lire de nombreux ouvrages, il en a tiré une critique grinçante de nos conditions d'individus isolés. Être authentique, selon l'expression, selon le mot toujours utilisé et jamais défini par le développement personnel, c'est une forme de captation de l'affect. Je pense que dans les réseaux sociaux, elle s'exprime à plein. Pour en arriver à dire que les 4 accords Toltec, il faut avoir une conception de la sagesse particulièrement pauvre. Bonjour Thierry Jobard. Bonjour. Pourquoi sommes-nous des individus en crise ? Parce que nous sommes des individus désaffiliés, c'est-à-dire sortis d'une longue période dont on mesure pas forcément encore les pesanteurs mentales, historiques, sociologiques, qui a été celle d'un encadrement des individus par le biais de grandes institutions que sont encore en partie l'école, l'Église, les partis politiques, les syndicats, une certaine idée de la famille. Tout ça a muté, a parfois disparu, puisque la puissance et l'importance de l'Église dans notre société, parce qu'on est quand même un pays, pour la France, de tradition chrétienne et catholique, tout ça s'est effrité et l'individu se retrouve réduit un petit peu à l'état d'agent économique soi-disant rationnel, soi-disant informé, soi-disant maître de son destin. Mais on se rend compte que pour pesantes qu'aient pu être ces institutions, même le village, d'une certaine façon, était une institution parce que tout le monde se connaissait, donc ça peut apporter de la solidarité, du soutien, mais ça peut apporter aussi beaucoup de friction, de jalousie et de rancœur. Mais ça structurait les individus jusqu'à assez récemment, c'est-à-dire jusqu'à la grande période d'urbanisation du XXe siècle, qui commence au XIXe, qui se poursuit au XXe siècle. Mais nous étions des individus pris dans des communautés, dans des collectifs, et très rapidement, fin 19e, début 20e, tout ce qui constituait la vie quotidienne de la plupart des Français, si on reste sur l'exemple de la France, a disparu. C'est-à-dire que les langues, les patois, les dialectes ont disparu, les folklores ont disparu, les liens qui s'étaient mis en place et qui avaient perduré pendant des siècles ont disparu petit à petit. Quand vous passez dans un village maintenant, vous voyez les télés allumées dans chaque foyer. Et s'il reste quelques fêtes, n'ont plus du tout l'esprit qu'elles avaient auparavant. On peut penser au carnaval, par exemple, ce grand moment de défoulement, qui n'existe plus, sauf dans certaines régions de l'Est de la France, mais c'est plus du tout le même esprit. Donc voilà, tout ça s'est estompé petit à petit. Et les individus urbains, de plus en plus dans le secteur tertiaire, de plus en plus amenés à quitter le foyer, la maison familiale pour étudier, par exemple, tout ça fait qu'il y a une espèce de grand brassage de population. Et voilà, un individu qui a perdu beaucoup de repères et qui donc cherche à en trouver de nouveaux, avec plus ou moins de bonheur. Mais c'est difficile parce qu'effectivement, je dis désaffilié, parce que nous sommes dans une société que j'estime, moi, de plus en plus atomisée. Et ces repères, il essaye de les chercher dans quoi ? Alors, il les cherche dans le travail, dans le loisir, dans les communautés virtuelles, plus ou moins virtuelles, de plus en plus virtuelles. Il les recherche dans une forme d'occupation permanente du temps. Parce que, alors, on est dans une société de loisirs, mais même les loisirs maintenant appartiennent au règne de ce qu'Hartmut Rosa a très bien décrit, l'accélération. C'est-à-dire que il s'agit de dégager du temps, mais également de vivre de plus en plus intensément
ce temps qui nous est imparti. Et du coup, ça conduit aussi à une forme d'épuisement. Ça, on aura sans doute l'occasion d'en reparler, mais il faut meubler le temps. C'est-à-dire qu'on n'a plus beaucoup de temps de reste, de temps de rien faire, de temps de s'ennuyer, le temps de rêvasser, qui, moi, me semble faire partie des choses fondamentales pour le développement d'un être humain. C'est tout ça il y a beaucoup de facteurs, en fait. Il y en a d'autres que j'oublie sans doute. Mais je pense que l'urbanisation, la tertiarisation de l'économie et la financiarisation qui aussi entraîne une forme d'accélération, tout ça joue sur les individus. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui cette fameuse quête de sens au travail ou ailleurs, puisqu'il semble que nous ayons perdu le sens de ce que nous faisons, de ce que nous sommes. Et il semblerait qu'il ne suffise pas d'avoir une situation, comme on dit, d'avoir une profession qui nous convienne, qui nous apporte l'aisance matérielle nécessaire. Il faut quelque chose en plus. Donc ça, c'est des questions qui se sont posées assez récemment. La question du sens ne se posait pas auparavant, sauf peut-être pour les philosophes. Mais aujourd'hui, elle est devenue vraiment urgente, semble-t-il, le sens du travail, c'est-à-dire non pas travailler plus, mais travailler mieux, par exemple. Beaucoup de gens qui se lancent dans des carrières, qui arrivent à 35, 40, 45 ans et qui d'un seul coup se disent « ce que je fais n'a pas de sens, ce que je fais n'est pas en accord avec mes valeurs ». Il y a une espèce de dissonance cognitive et éthique qui fait que d'un seul coup, les gens se sentent perdus. Alors on présente le sens comme quelque chose qu'on aurait perdu, comme on égare son porte-monnaie, alors qu'en fait non, la question c'est comment se constitue le sens, parce que c'est pas quelque chose qu'on doit trouver comme ça un beau matin en se réveillant. Ça peut arriver, on a des illuminations, mais le sens c'est quelque chose qui se construit. Mais je pense que on est de plus en plus dans une forme d'absurdité, notamment dans le domaine professionnel. David Graeber a écrit un livre qui s'appelle Bullshit Job. Il explique ça très bien, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent et qui même peuvent travailler beaucoup, mais l'utilité de leur travail reste à démontrer dans bien des cas. Vous avez dit que le temps libre, c'était le temps de rêvasser. C'était essentiel pour devenir un individu. Est-ce que c'est les mots exacts que vous avez utilisés? Oui, c'est ça. Est-ce que devenir un individu, c'est ce que vous appelez subjectivation? Alors, il y a deux termes. Attends, désolé, c'est un peu... Non, mais il me semble, justement, ça me semble important de définir précisément ces termes-là au début parce que c'est central Disons pour la qu'il y suite. a l'individuation, le fait de devenir un individu, mais ça c'est d'un point de vue social. Donc la société produit des individus, parce qu'il y a une interaction entre l'individu et la société. Et puis la subjectivation, qui est la capacité à devenir un sujet, c'est-à-dire un individu singulier, différent des autres. La subjectivation, c'est quelque chose de plus intérieur, de plus personnel et de plus intime, quoi. Et ok, donc individuation, ça se fait au contact des autres, et subjectivation. Ça se fait aussi au contact des autres, parce qu'on peut pas se constituer indépendamment des autres. Mais c'est plus la personnalité, si vous voulez, par rapport à l'individuation, qui est une espèce de processus qui se fait de soi-même dans une société avec plus ou moins de réussite. Et du coup, vos trois livres tournent un peu autour de ces processus de subjectivation et d'individuation qui ne fonctionnent plus comme ils fonctionnaient à l'époque, parce que il y a un changement parce que l'architecture de la société a changé et que du coup on peut plus devenir un individu comme on devenait avant parce qu'on n'a plus le même contact avec les autres qu'on avait avant, et du coup on cherche des repères pour devenir un individu, c'est ça, pour se subjectiver dans ce nouveau monde. Donc le premier de vos trois livres, c'est Contre le développement personnel. Qu'est-ce qui vous a conduit à écrire d'abord celui-là et puis ensuite les autres? Alors je reviens juste sur le début de la question. En fait, l'idée de subjectivation, c'est-à-dire d'individus singuliers,
c'est quelque chose qui est assez récent aussi comme besoin ou comme interrogation. Je pense que quand on est pris dans un système de structure comme l'était l'Ancien Régime, par exemple, donc ça remonte déjà, mais enfin il y a quand même des survivances pendant très longtemps au niveau social, la question ne se pose pas d'être un individu, sauf pour quelques-uns, à savoir ce qu'on va appeler les grands hommes ou les grandes femmes, quoi, des artistes, des grands capitaines de guerre, des écrivains. Eux se posaient cette question, mais dans l'idéologie bourgeoise, il s'agit pas d'être un individu, la question se posait pas. Et donc, contre le développement personnel, en fait, est né d'une expérience toute simple, quotidienne, puisque je suis libraire, en librairie. Ça se passe de façon un peu accidentelle et fortuite, c'est-à-dire qu'il arrive à un moment que je doive m'occuper du rayon développement personnel, à côté duquel je passais auparavant avec un petit sourire contempteur et suffisant, j'avoue, parce que je lisais les titres, Oser être soi-même, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, les 4 accords Toltec. Bon, tout ça ne m'attirait pas forcément et j'avais un jugement a priori, ce qu'il faut pas faire du tout. Mais bon, à partir du moment où il a fallu que je les vende, il fallait que je les lise. Donc je m'y suis mis. Et en fait, j'ai été complètement abasourdi par ce que j'ai découvert. Parce que je voyais déjà l'énormité de la production éditoriale. C'est-à-dire qu'un livre sort sur un sujet, mettons l'énéagramme, par exemple, parmi la foultitude d'outils mis à disposition, et puis un second livre, et puis ensuite un troisième, et puis les éditeurs voyant que ça prend, voilà, chacun s'y met, et puis on a toutes les déclinaisons, jusqu'à avoir tout un rayon sur l'énéagramme. Voilà, les modes se succèdent, et donc le libraire, très concrètement, il doit porter des livres, quoi. Donc il porte des livres, il les met en place, il essaye de trouver de la place, parce que comme il y a une surproduction éditoriale, pas seulement dans le développement personnel, mais en général, ces livres arrivent, il reste 3 mois au minimum en rayon, et puis après ils repartent. Donc il y a une espèce de réflexion aussi sur voilà, le circuit du livre. Tous ces bouquins qui arrivent et qui repartent, qui trouvent ou pas leur lecteur et qui finiront pour beaucoup et par millions d'exemplaires détruits parce que mis au pilon, voilà, déjà ça interroge. Et puis ensuite donc le contenu. Et là oui, effectivement, je me suis dit je n'ai pas compris l'intérêt qu'on pouvait avoir à lire ces livres. Alors, je vais pas dire le développement personnel dans son ensemble, il y a des nuances. Mais si on prend les choses qui se vendent le plus, et quand je dis les choses qui se vendent le plus, c'est par millions d'exemplaires, hein. Donc, et sur une longue durée, plusieurs dizaines d'années. Vous prenez un livre comme La puissance de la pensée positive de Norman Vincent Peale, qui a été écrit en 1952, il se vend encore aujourd'hui. Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui date des années 30, je crois, se vend encore. Alors les couvertures changent, elles sont mises au goût du jour, très bien, mais ça reste la même chose. Et le chat, j'ai découvert c'est l'existence. Ah oui, alors ça c'est nouveau, le chat, mais maintenant oui, alors ils ont fait toute une collection, Penser et agir comme un chat, qui fait partie des pépites, hein, parce qu'on nous explique que caresser un chat ouvre à des considérations métaphysiques bien supérieures à la réflexion de tous les philosophes. Donc là, bon, il faut être assis quand on lit ça, parce que c'est annoncé avec un aplomb et une espèce de fraîcheur comme ça qui, moi, m'a toujours un peu sidéré, mais bon, peu importe. Mais j'ai lu, et je me suis dit, il y a quelque chose de scandaleux dans tout ça, parce que j'avais quand même la très nette impression qu'on me prenait pour un imbécile. Et en même temps, je voyais ces livres se vendre et se vendre encore. Donc la question qui suit, c'est si ça se vend, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un besoin, ça répond à une question, ça répond à quelque chose. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc voilà, c'est le début de l'interrogation qui a mené à l'écriture de ce livre. Et pourquoi ça marche autant, à votre avis ? On revient sur la première question, sur l'individu isolé qui cherche des solutions. Parce que j'ai beaucoup aussi discuté avec des clients et des clientes, parce que le développement personnel, c'est essentiellement un public féminin. Et la
plupart du temps, parce que face à mon incompréhension après la lecture de certains livres, je leur demandais qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que vous y trouvez ou qu'est-ce que vous y mettez. Et le plus souvent, on me répondait ça fait du bien ou au moins ça fait pas de mal. Et puis il y avait une autre catégorie de lecteurs ou de lectrices qui, eux, me confiaient qu'ils avaient lu beaucoup de livres de développement personnel, qu'ils avaient essayé d'appliquer un peu toutes les méthodes, suivre les protocoles qui étaient décrits, et qui n'y arrivaient pas. Et qui se retrouvaient plus désespérés et plus mal encore qu'ils ne l'étaient avant ces lectures, et qui s'en voulaient, culpabilisaient de ne pas y arriver, de ne pas vouloir suffisamment. Et ça aussi, ça m'a interrogé. Donc, j'ai poursuivi mes lectures. Et c'est vrai que c'est très bien fait, le développement personnel. Encore une fois, il y a des nuances, mais très souvent, on s'adresse au lecteur en le tutoyant. Donc, il y a une espèce d'adresse directe, comme ça. Et puis, l'auteur ou l'autrice va parler de sa vie, de ses expériences, de ce qu'elle a traversé, les leçons qu'elle en a tirées, en expliquant que si elle a pu progresser sur le chemin de la connaissance de soi ou de l'ouverture à l'autre ou de la compréhension de l'univers, tout le monde, potentiellement, peut y arriver. Alors si on n'y arrive pas, justement, on se sent coupable, on se sent insuffisant. C'est le début de votre critique sur le développement personnel. Oui, parce qu'en fait, le développement personnel, c'est un symptôme. C'est l'apparition, la manifestation de quelque chose d'autre, à mon sens. Et je ne suis pas le premier à le dire, d'ailleurs. Parce qu'effectivement, on pourrait se dire, et ça, c'est une des constantes des thuriféraires du développement personnel, de dire, mais vous savez, rappelez-vous, Socrate, connais-toi toi-même, le fronton à Delphes, c'était déjà du développement personnel. Et puis les exercices antiques, Marc Aurèle aussi, les pensées pour moi-même qui se vendent aussi beaucoup sur cette espèce de malentendu. Et puis la méthode Coué, tout début du XXe siècle, qui exprime cette idée que nous avons en nous un potentiel inexploité et qu'il y a une façon de le mettre au jour et de mieux vivre. Donc tout ça crée des espèces de filiations plus ou moins artificielles, mais qui démontreraient une espèce de besoin constant de l'humanité. Alors évidemment, il y a aussi toute la tradition philosophique, épicurisme, stoïcisme, jusqu'à Pascal qui dit que un homme veut être heureux, y compris celui qui va se pendre, parce qu'il est tellement malheureux qu'il pense que ce sera une délivrance de se pendre. Donc voilà, il y a une espèce de constante qu'on dégage, parce qu'effectivement le bonheur a été un problème philosophique, mais ça s'arrête au XVIIIe siècle, grosso modo. Après, les philosophes réfléchissent sur d'autres choses, mais c'est le symptôme du développement personnel, c'est aussi le moment de son apparition, parce qu'effectivement, il y a plusieurs sources. Il y a la branche américaine, il y a une branche française, il y a de la psychologie, il y a du spirituel, il y a énormément d'affluents qui grossissent ce fleuve. Mais c'est tout de même assez symptomatique de notre époque, cette idée que nous serions responsables, nous, tout à chacun, de notre bonheur, de notre réussite, indépendamment des structures dont on ne parle jamais. Et c'est ça aussi le point faible du développement personnel, parce que l'un des points faibles, parce qu'il va toujours vous parler d'un individu indépendamment du contexte socio-économique, familial, politique. Il va importer tout un tas de méthodes qui viennent du Japon pour l'ikigai, des îles Hawaï pour le Ho'oponopono, du Danemark avec le Hygge, enfin voilà, tout un tas de choses sorties de leur contexte et qu'ils s'approprient. Là, on peut parler d'appropriation culturelle, je pense que c'est le cas. Et tout ça va constituer un ensemble de ressources pour l'individu qui, justement, cherche à se connaître lui-même, à se comprendre lui-même et à mieux vivre.
Ce qui fait quand même, au vu des ventes, alors on parle des livres, mais il y a aussi les séminaires, les formations, les stages, les choses en ligne, etc. Ça fait quand même un gros paquet de malheureux, tout ça. Ou en tout cas de gens pas heureux. Mais du coup, ça pose l'alternative, si je suis pas heureux, je suis malheureux. Alors qu'en fait, on peut très bien être ni l'un ni l'autre. Et la plupart du temps, je crois qu'on est comme ça. On n'est ni heureux ni malheureux. Les choses vont. Ça va, oui, ça va. Voilà. Mais est-ce que Marc Aurèle, par exemple, c'est du développement personnel? Non, absolument pas. Parce que, si vous voulez, Marc Aurèle, c'est un stoïcien. Alors, il y a eu aussi tout un travail de remise au gout du jour du stoïcisme. C'est le développement personnel masculin, c'est un truc un peu récent. Un peu, oui. Alors ça, c'est la dernière mouture, oui, c'est le stoïcisme masculiniste. Bref, passons. Mais Comte-Sponville, par exemple, a beaucoup fait pour introduire Montaigne et le stoïcisme. Mais si vous voulez, pour un stoïcien, le but d'une existence réussite, c'est de s'insérer dans l'univers et d'y occuper sa place. Et de ne pas en sortir. Toute la mythologie grecque, c'est justement l'histoire des individus qui ont voulu sortir de leurs conditions, de la place qui leur était assignée, qui ont fait preuve d'hubris, de démesure, et qui sont punis par les dieux. Mais pour les stoïciens, ce qui gouverne le cosmos, donc une totalité harmonieuse, avec ses règles, ses lois contre lesquelles il ne faut pas aller, la grande force, c'est le destin. Or, aujourd'hui, c'est en complète opposition avec cette idée qu'on peut créer son propre chemin grâce à un travail sur soi par rapport à l'idée d'une destinée qui, quoi qu'on fasse, va s'imposer. Il y a une idée de rapport au réel. Alors, il faut viser la vérité désirée plutôt que la réalité. Ça, c'est la puissance de la pensée positive de Peel, donc 52. C'est ça, c'est-à-dire que il y a une espèce d'oubris là de la démesure qui pense que par l'exercice de ma volonté seule, avec toutes les méthodes qu'on va obligeamment me vendre, je vais parvenir à faire face à toutes les situations. Parce que l'un des mantras du développement personnel, c'est que nous avons tous, en chacune de nous, le potentiel pour faire face à toutes les situations. Et si on est malheureux, c'est de notre faute. Mais dans Marc Aurèle, il y a cette phrase qui dit qu'on doit accepter ce qu'on peut pas contrôler. Et ce qui sous-entend qu'il nous revient d'accepter ce qu'on peut pas contrôler, de ne plus nous en sentir affectés. Donc, il y a quand même déjà cette pression sur l'individu et on n'est pas encastré il n'y a pas une remise en cause des structures sociales qui ferait que, par exemple, on se sentirait malheureux. Il nous dit d'accepter. Je veux dire, il y a déjà un peu cette proposition d'amélioration individuelle. Oui, parce que Marc Aurèle est un individu. C'est un empereur. C'est un empereur qui a passé, je crois, les 2/3 de son règne à faire la guerre. C'est un empereur qui vit dans un système social qui est fondé sur l'esclavage. Donc, d'une certaine façon, il peut se permettre ce genre d'interrogation. Mais si on se replace dans le contexte du IIe siècle après Jésus-Christ, il eût été tout à fait grotesque et déplacé qu'un individu issu de la plèbe puisse avoir ce genre de réflexion. Vous voyez, c'est réservé à une élite à l'époque. Les philosophes grecs, c'est pareil. Pour pouvoir philosopher, il faut quand même que l'esclave soit là pour faire le travail. Il faut que les femmes soient à la maison et pas citoyennes de la cité pour s'occuper de toutes les tâches bassement matérielles. Donc tout ça, il faut le prendre en compte aussi. Alors on pourrait se dire que c'est très bien qu'on démocratise ce genre d'interrogation. Oui, sans doute, mais pas sans le contexte qui les accompagne et qui leur donne du sens. Il y a ça aussi. Développement personnel, c'est l'individu. C'est l'individu seul face à une société qui est perçue comme hypocrite, mensongère, qui est pleine de faux semblants, de masques, de rôles. Et à cela, il oppose l'authenticité du moi véritable, qu'il s'agit d'exhumer et qu'on suppose pétri de bonté, ce qui déjà est très très discutable. Mais
il n'y a jamais cette idée que nous subissons une forme de destin. C'est-à-dire que demain matin, je peux apprendre que j'ai un cancer du pancréas parce qu'un certain gène a commencé à développer quelque chose en moi sans que je m'en rende compte, et je ne pourrais rien y faire, quelle que soit ma volonté. Et puis, je peux avoir été maltraité ou abusé quand j'étais enfant. Ça va déterminer mon existence, mon rapport aux autres. Je n'y peux rien. Et on sait très bien que, à part quelques exceptions qui sont toujours montrées comme exemple, parce qu'ils sont valeureux, c'est clair, mais si vous êtes fils d'ouvrier ou fils d'avocat, votre destinée ne sera pas la même. On le sait, il y a des pesanteurs sociales, il y a un déterminisme social. Il y a même, j'ai lu récemment un livre d'un neuroscientifique qui s'appelle Sapolsky, qui s'appelle Déterminisme, qui explique que nous sommes non seulement déterminés par notre environnement, mais déterminés par toute la succession de générations qui nous a précédés et qui nous a fait acquérir un certain nombre de façons de penser, voire de réflexes de pensée, et que même le plus simple geste, comme celui de prendre mon verre là, s'est formé dans mon cerveau avant même que j'en ai conscience. Donc tout ça, ça incite à une certaine modestie, je crois. Ce qui ne veut pas dire non plus se laisser aller à un fatalisme, absolument pas. Mais je pense que plutôt que de s'illusionner sur notre capacité d'agir, il faudrait connaître la force des déterminismes pour, justement, savoir quelle est la réelle marge de manœuvre et ne pas tomber dans la désillusion totale en se reprochant à soi-même de ne pas être capable de le faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Oui, il y a ce simplisme que vous critiquez beaucoup, c'est-à-dire, par exemple, nier l'existence de déterminisme, qui est objectivement simpliste. Je veux dire, la science en témoigne. Et ensuite, il y a cette culpabilisation qui en découle et qui mène à ce que vous appelez une auto-exploitation. Oui, c'est une auto-aliénation. On aimerait y croire, et je pense sincèrement que le développement personnel peut, à certains moments, aider quelqu'un qui traverse une période de crise, de doute, de solitude. Oui, je le pense. Mais pas au point que ça devienne un système. Et là, maintenant, on voit à quel point ça a pris de l'ampleur, parce que on n'en reste pas à lire un livre chez soi dans son salon le dimanche après-midi. Il y a le monde de l'entreprise qui est gagné par ça depuis déjà une vingtaine d'années. Il y a le monde politique qui est gagné par ça aussi. Alors ça reste toujours des choses... on n'est pas dans la contrainte, on est dans la suggestion. On est dans l'orientation. C'est plus subtil qu'une imposition comme ça de l'extérieur. Mais c'est d'autant plus subtil que c'est efficace, puisque on a l'impression que les choses viennent de nous-mêmes. Mais en fait, c'est simplement une mise aux normes avec des valeurs ou des vertus que seraient la bienveillance, la résilience, l'agilité, la compassion ou l'autocompassion, parce que j'ai appris aussi qu'on peut avoir de l'autocompassion. Pourquoi pas. Vous voyez, toutes ces choses-là, et ça va très loin parce que ça influe aussi sur le langage. Le langage, c'est quand même ce qui fait de nous des êtres capables de penser et de communiquer. Même le langage se trouve gauchi par cette bienveillance affichée. Il n'y a rien de mal à être bienveillant, évidemment. Mais si vous prenez le développement personnel et tous les gadgets qui sont utilisés par le management, quand vous parlez de management bienveillant, par exemple, j'ai eu un appel d'un monsieur qui travaille pour une caisse régionale d'assurance maladie, et il me disait qu'ils avaient eu un nouveau directeur qui avait mis en place un management bienveillant 1 an auparavant. En 1 an, le nombre d'arrêts maladie a augmenté de 131%. Pourquoi ? Parce qu'il y a un discours très beau, très noble, très louable, la bienveillance,
Et puis, il y a la réalité. C'est-à-dire que on en reste à un lieu d'exercice du pouvoir, un lieu de domination. Je veux dire, quand vous êtes salarié, vous êtes subordonné, de par votre contrat de travail, à votre employeur. Donc c'est très bien, ok, mais disons les choses. N'essayons pas de les envelopper dans un discours un peu dégoulinant de guimauve, alors qu'on sait très bien que ultimement, il y a quelqu'un qui a le pouvoir et il y a quelqu'un qui ne l'a pas. Et on aura beau faire et on aura beau dire, on se fracassera toujours contre cette réalité à un moment ou à un autre. Quels que soient les discours sur la déhiérarchisation, parce que maintenant on n'a plus de hiérarchie, enfin c'est des hiérarchies aussi horizontales, ça c'est oxymorique. On n'est plus dans un système patron-employé, mais nous sommes des collaborateurs. Voilà, donc on va avoir des salles de pause et puis des massages, des choses comme ça. Donc tout ça c'est très joli, mais c'est du marketing, quoi. C'est une façon de présenter les choses qui est fausse et hypocrite. Et c'est ça qui, moi, et je ne suis pas le seul à le dire, je veux dire, tous les sociologues du travail, les cliniciens du travail, les psychologues du travail voient cet écart qui se creuse de plus en plus entre un discours affiché tout à fait éthique et la réalité des pratiques. Et quand je parlais du langage, ça va encore plus loin, parce que quand bien même vous seriez dans une position de souffrance au travail, vous êtes jusqu'à être dépossédé de votre langage, parce que vous ne pouvez plus dire les choses comme vous les ressentez, il faut les dire d'une certaine façon, avec certains mots, avec bienveillance, pas d'agressivité, parce que sinon vous êtes aussitôt déconsidéré, vous ne respectez pas les règles. Mais le fait de changer de mots, de changer de langage, c'est pas anodin, c'est-à-dire que on désamorce en quelque sorte le conflit, on désamorce et on nie la souffrance de l'individu qui est dans une situation, admettons, de harcèlement par exemple, parce qu'il ne pourra pas exprimer ce qu'il ressent. Et ce qu'il ressent, ce qui lui pèse, ce sont les affects qui parlent, parce que ce sont des choses qui peuvent durer pendant des mois ou des années. Et quand on en vient à parler de ça, forcément, c'est le langage du cœur en quelque sorte, ou des tripes. Donc on ne peut pas le frelater en l'euphémisant en permanence, en employant des périphrases et des mots qui sont tolérés. Et vous voyez, c'est aussi une négation de l'individu, aussi de le déposséder de sa propre langue. Il y a une intériorisation de la nécessité d'être conforme. Il y a une conformisation en fait à travers cette récupération du développement personnel par l'entreprise. En fait, on intègre la nécessité de s'adapter, la nécessité d'être performant, la nécessité d'être poli et toujours respectueux du cadre, positif. Et ça crée une espèce un système d'injonction en fait. Oui, tout à fait. Mais c'est jamais dit de façon claire et nette. C'est toujours suggéré. On essaye de persuader. C'est comme le nudge, c'est-à-dire que voilà, on donne un petit coup de coude pour inciter les gens à faire comme il faut, et sachant que nous sommes des individus sociaux. Il n'y a rien de plus difficile que de se maintenir hors du groupe. Donc, par mimétisme, on va adopter la nouvelle langue, les nouveaux usages, les nouvelles façons de voir, quitte à penser par devers soi que on trouve ça tout à fait mensonger, mais on va jouer. Il y a un côté pervers un peu. Bien sûr, c'est pervers. Oui, c'est pervers. La perversité, c'est se réjouir du mal qu'on fait. Et on voit bien comment on est obligé de passer sous les fourches codines alors, le langage, c'est une chose, mais il y a tous les outils. On est quand même dans un univers particulièrement instable, c'est-à-dire qu'on est sorti de la période taylorienne d'après-guerre, de production de masse, de consommation de masse, à un système tout à fait différent, avec une pression du chômage, avec une pression du déclassement, avec ce besoin de toujours se maintenir dans la course, donc de s'adapter
au nouveau logiciel, à la nouvelle version du logiciel, aux nouveaux outils, aux nouveaux process, aux nouveaux chiffres qu'on va devoir suivre et respecter. Donc tout ça, ça crée de l'insécurité pour les salariés. En tout cas pour de plus en plus de salariés, puisque là encore, les psychologues du travail sont assez unanimes sur les effets que ça donne en termes de souffrance. Ah, mais quand je pense à pervers, je pense pas au plaisir de faire souffrir, mais à l'incapacité au fait d'incapaciter les gens à désigner le réel, à nommer le réel, à le partager, et du coup à l'isolement en fait. C'est dans une relation toxique par exemple, c'est celui qui le partenaire toxique, celui qui va se plaindre d'un écart une fois alors que lui il est coupable 100 fois du même écart. Ouais. Et donc s'il faut être positif en entreprise, donc on peut imaginer un manager qui torture les gens parce qu'il est, qui profite de sa situation de hiérarchie. Dès qu'on dit que c'est pas normal, on nous renvoie à la nécessité d'être positif et on va se demander, c'est vrai, j'ai pas respecté cette nouvelle norme qu'on nous a demandé d'intérioriser. Oui, parce que ce qui s'est passé aussi, c'est que on n'est plus dans un système où on doit exécuter une tâche ou plusieurs dans la journée, et ensuite on rentre chez soi, c'est terminé, on passe à autre chose. Maintenant, il y a eu une interpénétration des sphères professionnelles, privées et intimes. C'est-à-dire qu'on voit bien que le dimanche soir, on va quand même regarder un petit peu les mails qu'on a reçus parce qu'on sait très bien que le lundi matin, on en aura encore plus et qu'on va essayer de prendre un peu d'avance. On sait très bien que quand on rentre chez soi, c'est quand même pas toujours facile de fermer la porte de chez soi et de tourner la page en se disant voilà, je penserai demain à mon travail parce que ça nous occupe en permanence, parce que le travail est devenu un tel enjeu social et personnel que c'est plus l'activité laborieuse qui va être jugée, c'est pas la capacité à exécuter et à bien faire son travail qui va être jugée, c'est l'implication. D'où tout un tas de choses qui ont été mises en place sur les compétences, les skills, les soft skills aussi, sur les savoir-être, qui sont toujours différents en fonction des entreprises et qui peuvent aussi évoluer en fonction des contextes, mais qui mobilisent la personnalité. On doit s'impliquer totalement. Parce qu'il faut qu'on soit créatif, il faut qu'on soit optimiste, il faut qu'on soit agile, il faut qu'on soit force de proposition. Voilà, tout ça implique pas simplement quelqu'un qui est compétent dans son travail, ça implique la subjectivité de l'individu. Il s'agit pas de bien faire, il s'agit d'être d'une certaine façon. Donc là, on n'est plus du tout dans le même registre, parce que en cas de problème, d'échec ou de difficultés, c'est pas simplement le travail de l'individu qui est remis en question, c'est l'individu lui-même. D'où ces burn-out, d'où ces dépressions, d'où ces bore-out, toutes ces choses qui se développent, qui ne se développent pas parce qu'on a pris conscience récemment que ça existait, mais parce que effectivement, on est victime de formes de management toxique, quoi, d'injonctions contradictoires, d'hypocrisie, et puis d'une forme de domination qui dit jamais son nom, mais qui est toujours là. Ce qui est incroyable, c'est à quel point c'est volontaire. C'est-à-dire que vous citez la Voici. Il y a une servitude volontaire. On résiste assez peu, en fait, vu le succès des livres de développement personnel, vu la manière qu'on a de participer à cette fuite en avant. On veut tous être le plus beau, le plus riche, le plus successful au travail, etc. Donc il y a une partie de la population, évidemment pas tout le monde, mais qui participe. Oui, parce que tout ça, ce sont des valeurs désirables parce qu'elles sont reconnues socialement.
il est socialement valorisé d'être de telle ou telle façon, d'être actif, voire hyperactif. Il est valorisé socialement de faire tout un tas de choses en dehors du travail, avoir des activités, d'avoir des loisirs, d'avoir tel ou tel type de loisirs, d'avoir tel ou tel type de vacances. Non plus, comme c'était le cas auparavant, tout le monde part au même moment, au même endroit et s'entasse sur les plages, mais se singulariser en allant à tel endroit parce que il y aura justement un supplément de sens. C'est pas simplement du tourisme bête et méchant, ce sera du tourisme un peu plus raffiné, quoi. Donc toutes ces choses, ce que Freud appelait le narcissisme des petites différences, contribuent à jouer le jeu. Parce que oui, effectivement, la pression est énorme. Et il vaut mieux toujours, je le répète, faire partie du groupe. On veut pas être seul. C'est pas possible. Seul, on s'en sort pas. Donc, on veut être comme ça. On le veut parce que c'est socialement reconnu. On ne peut plus être... que quelqu'un qui ne travaille pas, par exemple, c'est perçu comme une tare. On en est maintenant à culpabiliser de plus en plus les chômeurs. Moi, j'appelle ça comme ça, des chômeurs. Parce que l'idée même qu'on ne puisse pas travailler est complètement inaudible dans notre société. Quelqu'un qui dirait « moi, je ne fais rien », ce serait un parasite, quoi. Vous voyez, c'est quelque chose qui est... On peut pas dire ça. Il faut être dans l'action, dans l'activité permanente. Et même pour les enfants, il suffit pas d'aller à l'école. Il faut après aller au judo, aller au tennis, aller à la musique, etc., etc., etc. Donc, encore une fois, cette accélération et ce comblement du temps dont on manque alors qu'on le remplit de plus en plus, quoi. Mais en quoi cette auto-exploitation, elle est cette auto-exploitation qui est le résultat de notre volonté d'appartenance à des structures sociales qui ont remplacé en fait les structures sociales d'avant. Je veux dire, elles ont remplacé l'église, la famille, maintenant c'est notre entreprise. Avant, on s'auto-exploitait aussi, je veux dire, c'est le même phénomène de subjectivation et d'individuation, mais simplement les structures ont changé. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais c'est pour voir ce qu'il y a vraiment... Parce qu'avant, les gens, ils s'auto-aliénaient parce ils étaient hyper religieux, par exemple. Ou alors, ils s'auto-aliénaient parce qu'ils étaient très attachés à leur famille, alors que leur famille était pas forcément bien pour eux. Oui, mais la grande différence, c'est que, comme on a commencé en parlant de l'individu, on est maintenant dans des sociétés où le collectif se perd de plus en plus. Quand vous étiez ouvrier, admettons, dans les grandes fabriques fin 19e siècle que décrivent Marx et Engels, oui, il y avait une aliénation, puisque l'ouvrier se trouvait dépossédé de son savoir-faire et devenait finalement lui-même un rouage de la machine qu'il ne contrôlait plus. Mais il n'était pas seul. Il y avait la grève, il y avait la grève du zèle, il y avait la lutte syndicale, il y avait la lutte pour les droits, il y avait... Le prolétariat était une classe en elle-même. Alors, surestimer grandement son potentiel, mais au moins, il y avait ce collectif. Alors qu'aujourd'hui, les parcours professionnels et personnels sont totalement individualisés. Maintenant, vous avez des entretiens individuels d'évaluation. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes responsable de la gestion de votre carrière, indépendamment de tous les aléas toujours possibles. Tout le monde peut effectivement avoir un accident, tomber malade, avoir des problèmes quels qu'ils soient. Mais vous êtes sommé de mettre en place toutes les ressources possibles pour rester dans cette course, parce qu'on est quand même aussi, il faut le dire, dans un système de concurrence généralisée. C'est-à-dire que on se plaint de la désindustrialisation de la France, mais on a désindustrialisé parce qu'on a industrialisé ailleurs, là où c'était moins cher. Donc on a mis en concurrence les ouvriers français avec les ouvriers chinois, vietnamiens, etc.
pour permettre de dégager davantage de profit. Mais au sein même d'une entreprise, chacun est mis en concurrence. C'est ça, c'est que la concurrence est quasiment totale maintenant, parce que même sur le marché, disons, de l'amour, c'est une expression un peu assez terrible, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que pour rencontrer quelqu'un, il faut aller sur des applications, aller sur des sites où vous serez en concurrence avec d'autres individus. Et quitte à arranger un petit peu la réalité, mettre une photo d'il y a 10 ans, par exemple. Se rajouter 2-3 centimètres. Voilà, rajouter des hobbies qui font bien. Voilà, il faut se démarquer, il faut se singulariser encore une fois, parce que vous n'êtes pas le seul sur le coup. Et voilà, et c'est pareil pour le logement. Il y a des gens qui, effectivement, se retrouvent, on le sait, repoussés hors des villes, vers les périphéries. C'est pareil pour l'école, de plus en plus, puisque il y a une espèce de concurrence du privé. Il y a des contournements de la carte scolaire. Il y a la fuite des gens bien nés pour se retrouver dans les établissements qu'il faut. Et surtout pas les autres. Voilà, tout ça c'est de la concurrence. Et l'individu, alors il va mobiliser son réseau pour ceux qui en disposent. Il sera plus ou moins étendu selon sa position, plus ou moins efficace. Mais voilà, l'individu est responsable parce qu'on postule qu'il est autonome. Donc autonome, étymologiquement, ça veut dire qu'il se donne ses propres règles. L'autonomie comme condition dont parle Alain Ehrenberg, qui est une des vertus contemporaines. Il faut être autonome, il faut se débrouiller seul, il faut compter que sur soi-même et sur ses relations, mais on ne peut plus, on le voit, le discrédit des partis politiques pour cette raison et pour d'autres, le discrédit aussi des syndicats, puisqu'on est en Europe un des peuples les moins syndiqués. Tout ça, ce sont des signes du fait que on ne croit pas, on ne fait pas confiance au regroupement de l'action collective. Ouais, en fait, ce que je comprends, c'est que l'individu d'avant, quand il s'auto-aliénait, donc je ne sais pas si le terme est bon, mais avec l'Église ou avec sa famille, c'est-à-dire en se disant qu'il était membre de cette Église alors que ça lui apportait pas forcément grand-chose. Mais en fait, ça lui apportait quelque chose, ça lui apportait l'appartenance à un collectif, là où aujourd'hui, on va s'auto-exploiter, s'auto-blâmer de tous nos échecs, sans avoir de recours, sans avoir en échange quoi que ce soit. En fait, on reste seul, quoi qu'il arrive. Oui, et puis il y a aussi le fait, si on reprend l'exemple de l'Église, alors c'est vrai que l'Église, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais c'était une structure, c'était une institution, c'est-à-dire que vous naissiez, vous étiez baptisé, vous entriez dans l'Église, jusqu'à l'extrême onction, vous quittiez cette vie. Mais l'Église, c'était aussi quelque chose qui jouait un rôle social. Les œuvres de l'Église, ça pouvait venir en aide, parce que la pauvreté a longtemps été considérée comme quelque chose. Voilà, c'était les humbles et les pauvres devaient être aidés. Alors, on peut discuter sur la façon dont c'était fait, mais peu importe, il y avait quand même cette considération-là. Et puis, l'individu n'est jamais totalement embrigadé, sauf certains phénomènes de fanatisme qui existent. Mais il y a toujours un petit pas de côté, une petite réserve, c'est-à-dire qu'on allait à l'église, pas forcément parce qu'on croyait au Saint-Sacrement et puis à l'action du petit Jésus, mais parce que il fallait être à l'église, il fallait se montrer à l'église. Et en même temps, l'église apportait un récit. C'est-à-dire que elle vous accompagnait toute votre vie, plus ou moins. En tout cas, c'est ce qu'elle entendait faire. Et surtout, elle donnait un sens. C'est-à-dire que le contrat était le suivant. Si vous faites le bien, si vous vous comportez en bon chrétien, eh bien, vous aurez votre place dans l'autre monde qui est le vrai monde. Puisque cette vie sur Terre n'est qu'une vie de souffrance qui est marquée par le péché, par la culpabilité, et qu'il faut se mettre en état d'accéder à la vraie vie, qui est ailleurs, qui est après. Or, maintenant, on est dans un système d'immanence totale. Il n'y a plus de transcendance. C'est-à-dire qu'il faut vivre cette vie-là. On ne croit plus au paradis, on ne croit plus à l'enfer. Le purgatoire, on y a renoncé depuis un petit moment déjà. Donc, il faut vivre maintenant, et donc ça veut dire vivre intensément. D'où cette notion d'optimisation de soi que charrie
de développement personnel. Et du coup, c'est vrai que ces institutions nous offraient du lien et du sens. Oui. Aujourd'hui, privé du recours à ces institutions, on se blâme nous-mêmes de ne pas être capable de créer du lien, de créer du sens. On doit tout faire tout seul. Et si on n'y arrive pas, c'est de notre faute. Oui. Et c'est pas contemporain de la sécularisation, ce phénomène. C'est plus contemporain du néolibéralisme. Oui, enfin, il y a eu 2 étapes. Enfin, il y a eu plusieurs étapes, mais il y a eu ces étapes-là, oui. Pourquoi, selon vous, l'origine de cette profonde modification de rapport à nous-mêmes et au monde et à chercher du côté du néolibéralisme? C'est ce que j'ai cru trouver dans votre livre. Parce que je disais, il y a une mise en concurrence. Il y a cette idée selon laquelle le secteur privé est plus efficace que le secteur public, donc il faut importer, ou exporter ces modes de gestion dans le domaine public. On voit ce que ça donne avec l'hôpital. C'est pas le seul secteur. Mais le néolibéralisme, en plus de la mise en concurrence, c'est aussi une privatisation d'à peu près tout. C'est-à-dire que j'attends qu'on privatise l'oxygène. Je pense que ça arrivera. Mais vous voyez, c'est une boutade, mais on a privatisé l'eau. Alors pourquoi pas l'air? Tout devient monnayable. Tout devient convertible en valeur. Et puis, il y a quand même cette idée selon laquelle l'esprit d'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneuriat, la trajectoire un peu mythifiée de ces grands fondateurs d'entreprises qui ont bénéficié de beaucoup d'aides publiques, mais on n'en parle jamais, notamment du côté de la Californie. Voyez, c'était toute cette mythologie du celui qui se fait seul. Et Marcel Gauchet, que vous avez reçu, écrit dans un de ses livres qu'on est maintenant dans une situation où, peut-être pour la première fois, nous sommes face à des individus qui considèrent qu'ils peuvent se passer de la société. Et ça, c'est quand même absolument étourdissant. Ouais, surtout ce dont on parlait avant, on retrouve beaucoup de Marcel Gauchet dans ce processus-là de sortie de la religion qui en fait a eu des étapes où il y a eu des permanences de la manière dont la société a été organisée pendant l'ère religieuse, une fois qu'on était sorti de la religion, mais on continuait de s'organiser un peu comme quand elle était là. Et plus on en sort, plus on se retrouve privé de ces structures ou de cette façon d'organiser la société. Et c'est ce qu'il dit dans son dernier livre, c'est le néolibéralisme et à ça de très différent il met fin aux structures héritées de l'ère de la religion. Par exemple, les syndicats qui avaient un peu le rôle de l'Église ou ce genre de... Oui, ou le Parti communiste qui était aussi une espèce d'institution totale qui accompagnait les individus justement en opposition et en concurrence avec l'Église catholique. Mais ce qui ne veut pas dire que c'était des systèmes vertueux en eux-mêmes. Mais aucun système ne l'est totalement. C'est juste que ça donnait des repères, ça donnait un sens et ça donnait une direction qu'on pouvait suivre avec plus ou moins de conviction, certes. Mais ça avait cette capacité de stabilité. Moi, j'avais eu un prof d'histoire qui nous avait dit que la plus grande force en histoire, c'est la force d'inertie. J'ai retenu ça parce que c'est vrai qu'il y a une force d'inertie. On n'en finit pas de sortir de la religion. Mais alors, il faut s'entendre parce que on sort d'une certaine conception de la religion, à savoir un monothéisme chrétien. Or, la religion, ça peut être autre chose, mais on a un peu ce modèle de référence qui surplombe et qui empêche de voir que d'autres variations sont possibles et qu'elles existent. Mais je pense que c'est surtout ce modèle-là qui s'est affaissé, c'est-à-dire le modèle institutionnel d'une foi avec un dogme, avec un clergé, avec des intermédiaires, en tout cas pour les catholiques, entre Dieu et le croyant. Les protestants peuvent s'en passer, mais tout ça, c'est
ça pèse encore sur notre conception du religieux, qui, à mon avis, c'est ça, je crois, la nouveauté. D'autres sociologues des religions le disent aussi. On sort de ce modèle-là, d'où la crise. La crise qui est un moment de passage, en fait, de mutation. Je crois que c'est à ça qu'on est en train d'assister. Ce que dit Marcel Gauchet, j'y reviens parce que pour moi il y a un écho, vraiment on est pile dans, je renvoie les gens à l'entretien qu'on a fait avec Marcel sur son dernier livre, parce que vraiment il y a ce que vous dites fait écho totalement à ce qu'on s'est raconté et ce qu'il a écrit dans son livre. Et en fait il dit il y a un programme de la modernité qui était dissoudre donc l'hétéronomie, de mettre fin à l'hétéronomie, donc la règle qui vient d'ailleurs, à l'autorité divine, donc à la grande verticalité et à la permanence du passé, donc à l'invention du futur. Mais il dit, on est allé, en fait, comme on n'avait pas conscience de ce que ça nous apportait au niveau anthropologique, c'est pourquoi est-ce que ça nous correspondait d'une certaine façon à la manière dont c'était structuré, ça correspondait à ce qu'étaient les êtres humains. En tout cas, il y avait peut-être des choses bonnes. On a tout bazardé, on est allé trop loin sans se demander qu'est-ce qu'il y avait à garder là-dedans. Et il y a une phrase que vous citez du philosophe Kolakowski. L'utopie de l'autonomie, donc qui fait écho à ce que vous disiez sur le citoyen parfaitement autonome qui n'a même plus conscience, qui vit en société de Marcel Gauchet. L'utopie de l'autonomie parfaite de l'homme et de l'espoir de la perfectibilité illimitée sont peut-être les outils de suicide les plus efficaces que la culture humaine ait inventés. Mais quelle préscience, c'est incroyable. Ouais. Oui, mais quand on relit des textes de je sais pas, Jacques Ellul, Ivan Illich, Charbonneau, on est étonné par la puissance de leurs prévisions ou la puissance de leur analyse, parce qu'effectivement, ils ont écrit dans les années 60, 70, et on voit des choses qui effectivement, maintenant, sont en plein jour, mais nous avaient pressenti l'apparition. Alors, je précise, l'Église n'était pas forcément quelque chose d'absolument vertueux et enviable. Mais effectivement, le grand basculement pour nous, c'est 89. Effectivement, si on veut supprimer le pouvoir divin, il n'y a pas beaucoup de possibilités à part se débarrasser du roi d'une façon ou d'une autre. Mais quand on regarde nos institutions contemporaines bien françaises, à savoir la Ve République, on peut s'interroger sur notre besoin d'un souverain qui soit élu ou choisi par Dieu, mais ça reste quand même un souverain. J'en viens moi à m'interroger par moments sur, vous parliez de servitude volontaire, mais je me demande dans quelle mesure ça n'est pas beaucoup plus reposant d'être serf que d'être libre. Et il y a, en fait, un truc qui m'a beaucoup intéressé dans cette phrase, c'est le mot suicide. Parce que il y a un phénomène qui me passionne, que j'évoque lors d'un entretien sur deux, presque, peut-être plus même, c'est la dénatalité. Le fait que partout, 99,9% des pays, la natalité chute. Elle baisse, elle chute. Et donc le mot suicide. Donc pourquoi ça chute partout ? Quel est le phénomène à l'œuvre partout ? On peut pas dire que c'est le néolibéralisme parce que elle chute dans beaucoup de pays qui sont pas encore tout à fait néolibéraux, je veux dire économiquement. Non, ce qui arrive partout, c'est cette espèce d'individualisme, cette espèce de pression à vivre maintenant, déconnecté de son passé, non inscrit dans une communauté. Et donc, c'est cette autonomie parfaite et cette perfectibilité illimitée, outil de suicide. Moi, je trouve que cette phrase est incroyable parce que j'y vois déjà une description
assez précise de la condition contemporaine d'un être humain et la conséquence, le suicide. Il a quand même utilisé le mot suicide. Et là, une espèce qui arrête de faire des enfants, c'est vraiment une espèce qui se suicide. C'est un truc qui arrive à des espèces d'ailleurs. Et là, voilà, je voulais savoir si vous avez fait ce lien entre dénatalité et cette condition des individus. Non, j'y avais pas pensé, mais d'un autre côté, la dénatalité est quand même relativement corrélée aussi à la hausse du niveau d'études. C'est-à-dire que on peut se dire que d'une certaine façon, les individus devenant plus instruits font moins d'enfants. Ça, on le sait. Les démographes l'ont établi. Et puis, il y a d'autres facteurs qui jouent. Il y a beaucoup de gens qui se disent nous allons au-devant d'une catastrophe écologique, climatique, telle que... Oui, mais c'est vrai. Mais en fait, vu que le phénomène est universel, il faut chercher une cause universelle. Et l'inquiétude vis-à-vis du climat ne peut pas expliquer qu'en Argentine, les gens, sur les 10 dernières années, le taux de natalité était divisé presque par 2. En fait, il se passe quelque chose à l'échelle de l'humanité. J'avoue que c'est vraiment une perception personnelle, Ouais. mais du coup qui fait complètement écho à vos thèses. Oui, C'est pour moi ce que vous décrivez qui est la cause de la dénatalité. ça je ne sais pas. On peut se dire aussi qu'il y a des raisons biochimiques. La qualité du sperme baissant en fonction de l'alimentation, en fonction de l'environnement, ça peut jouer aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs en fait. Ouais, tous ces facteurs existent, mais en fait, si les gens voulaient faire des enfants, même avec un sperme de moindre qualité, ils y arriveraient très bien. Non, ce qui joue, c'est qu'ils veulent plus faire d'enfants. Et pourquoi est-ce qu'ils veulent plus faire d'enfants? Parce que ça n'a plus de sens, parce que la communauté ne valorise plus l'enfant, la communauté ne valorise plus la famille, la communauté ne valorise que l'individu pour jouir sans entrave. Un enfant, quelle entrave, quel emmerdement. Alors 2, Pas seulement. non, bien sûr. Non, mais c'est pour m'inscrire, évidemment, mais c'est pour m'inscrire dans pourquoi est-ce que les gens, à mon avis, ne font plus autant d'enfants. J'ai du mal à comprendre parce que je me dis que quand bien même nous serions très imbus de nous-mêmes, nous restons des mammifères et l'exemple d'une vie réussie, alors c'est une plaisanterie, mais quand même, l'exemple d'une vie réussie, c'est une vie qui permet de transmettre ses gènes et d'assurer sa descendance. Donc je pense qu'il y a ce besoin assez inconscient chez l'être humain qui se perd, et ça m'étonne parce que je pensais que c'était quelque chose d'assez invariant, indépendamment des conditions socio-économiques, d'éducation, etc., des conditions sanitaires aussi, parce que ça joue. Mais je sais pas si la famille est à ce point déconsidérée dans d'autres régions du monde. C'est-à-dire que le néolibéralisme n'est peut-être pas universel, mais enfin il est en passe de l'être, puisque nous avons connu ce qu'on appelle la mondialisation, qui est une globalisation en fait. Mais si vous prenez des systèmes familiaux, alors chinois, l'exemple est pas très bon parce que il y a une grosse influence politique sur les destinées familiales en Chine depuis Mao. Mais si en Amérique du Sud, par exemple, il y a des systèmes de parenté, des systèmes familiaux qui sont pas du tout les mêmes que nous. Ça dépend aussi beaucoup de la répartition. C'est Emmanuel Todd qui a travaillé là-dessus, entre autres, sur la répartition des richesses et de la transmission d'héritage. Ça dépend si c'est... Mais pourtant, ça baisse partout. Oui, peut-être que, hélas, nous croyons de moins en moins à l'avenir. C'est possible. C'est une hypothèse. Moi, je suis persuadé que la raison principale se trouve dans ce que vous avez décrit. Peut-être. Vous revenez souvent dans vos livres à l'infantilisation. Est-ce que pourquoi est-ce que vous faites ce retour? Pourquoi est-ce que vous dites qu'une des conséquences du bain dans lequel on baigne, dans lequel baignent les individus, c'est cette infantilisation? Mais les questions auxquelles entend répondre le développement personnel, qui sont légitimes,
On ne se les posait pas avant. Alors, c'est pas parce qu'on se pose pas de questions qu'on va bien. On peut très bien agir comme un automate, métro, boulot, dodo, ok. Mais il y a aussi une question en lien avec l'autorité. Alors, l'autorité, c'est un mot qu'on prononce avec précaution parce que ça sent tout de suite un petit peu le soufre, mais l'autorité, étymologiquement, c'est quelque chose qu'on autorise, c'est-à-dire qu'on reconnaît l'autorité de quelqu'un, c'est le contraire du pouvoir qui peut s'exercer contre vous-même, mais l'autorité, vous l'admettez, vous la reconnaissez. Je crois qu'il y a un souci avec ça, avec l'autorité. Alors ça va faire un petit peu vieux réac de dire ça, mais je suis désolé. Les paroles d'autorité, comme disent les psychanalystes, sont remises en cause, qu'il s'agisse des parents, qu'il s'agisse des enseignants, qu'il s'agisse du clergé, tout ça, ça a été remis en cause, sauf dans l'entreprise, très étrangement. Tout ça a été remis en cause, et vous voyez, par exemple, je n'ai pas de voiture, mais il m'arrive de louer une voiture de temps en temps. Et depuis quelques années, je me suis rendu compte que, eh bien voilà, je monte dans la voiture. Alors si je ne ferme pas ou pas suffisamment la portière, je vais avoir un petit bip qui va me le rappeler. Si je n'attache pas ma ceinture, j'aurai un autre bip. Si j'ai tendance à me mordre sur la ligne médiane, le volant de lui-même va me remettre dans le droit chemin. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Vous prenez le train, c'est pareil quand... Alors, c'est un peu anecdotique, mais pour moi, c'est symptomatique aussi. Quand vous prenez le train aujourd'hui, vous avez à peu près 1 minute, voire 1 minute 30 de consignes qui vous sont données par le contrôleur ou par l'agent de bord, comme on dit, pour vous expliquer qu'il faut faire attention de ne pas oublier vos affaires, qu'il faut faire attention quand vous descendez du train, parce que la hauteur entre le marchepied et le quai, voilà. Vous voyez, on est tout le temps comme ça. Oui, merci, c'est gentil, mais je suis une grande personne, vous savez, donc... ça va aller, hein. Mais effectivement, on peut toujours oublier son sac, très bien. Mais oui, une espèce d'encadrement comme ça perpétuel, qui pour moi, sont des signes du fait qu'on nous considère comme des gens qui ont besoin d'être en permanence surveillés, réorientés. Voilà, je trouve ça assez drôle, mais pathétique aussi par moments. Et effectivement, je pense que la question de l'autorité, notamment de l'autorité parentale, on voit bien le développement de la pédagogie positive. Gérard Néran a écrit un livre très bien chez RS là-dessus, il n'y a pas très longtemps, qui explique bien voilà ce qu'il faut entendre par là. C'est une espèce de dépossession de l'autorité parentale, et même on voit certains parents qui n'osent pas exercer l'autorité parce qu'ils veulent être copains. Ils veulent être potes avec leurs enfants. C'est très chou, mais c'est pas leur rendre service. Donc il s'agit pas de rétablir un système répressif, certes pas, 1000 fois non, mais il y a un équilibre à trouver entre les deux. Donc c'est ça, il y a une espèce de brouillage comme ça des repères, même au sein des familles, parce que il s'agit d'être bienveillant. Il se trouve que l'enfant est un être en développement, qui donc par définition n'est pas fini, et qui à certaines périodes de son existence, notamment adolescence, subit des tempêtes hormonales telles qu'il peut avoir des comportements assez étonnants et risqués. C'est le rôle des parents éduquer, c'est aider à grandir. Il s'agit de faire des adultes, de faire de futurs citoyens. Il y a aussi le fait d'être protégé du réel. C'est-à-dire dans ce qui nous infantilise. Alors protégé malheureusement, mais en fait ça nous revient en pleine figure. La négation du réel nous revient en pleine figure, mais de base c'est un peu ce qu'on fait aux enfants aussi. On leur cache certaines choses, on leur cache la mort ou le sexe ou que sais-je. Ouais, la mort, on la cache pas qu'aux enfants, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être traumatisantes. Autant pas prendre de risques, mais maintenant on a une telle surévaluation des risques que effectivement, ça devient rare de voir des enfants jouer dans la rue parce que c'est dangereux la rue. On ne sait pas ce qui peut se passer. Non, mais pour les adultes infantilisés justement par ce monde du développement personnel. Oui, mais parce qu'ils attendent qu'on leur explique les choses. Le développement personnel, c'est quand même quelque chose qui se fonde sur la parole d'un auteur ou d'une autrice qui va vous expliquer comment vous devez vivre, qui ne vous connaît pas, qui ne vous a jamais vu.
qui a effectivement eu un certain nombre d'expériences par rapport auxquelles il ou elle a réagi de telle ou telle façon, mais je trouve ça un peu vexant qu'on me dise voilà comment tu dois conduire ta vie pour être bien. Non, nous ne connaissons pas. Je n'aurais certainement pas réagi de la même façon que vous. Et chacun réagit différemment, mais sans faire de jeu de mots, c'est un développement personnel qui devient complètement impersonnel à partir du moment où ce sont des choses qui s'adressent à des centaines de milliers de personnes. Non, nous sommes tous différents, nous sommes tous singuliers. Et justement, contre le développement personnel, c'est aussi pour la singularité et la diversité humaine. Parce que nous ne sommes pas des produits manufacturés. C'est même si, d'une certaine façon, on peut y tendre, il faut absolument, quelle que soit la conscience qu'on puisse avoir des déterminismes qui nous gouvernent plus ou moins, il faut garder cette capacité à agir, cette capacité à penser, cette capacité à faire retour sur soi-même et cette capacité à agir librement. Ça me fait penser, on a reçu Alexandre Duclos. Vous voyez qui est Alexandre Duclos? Vous avez regardé l'entretien? Non. Et c'était très bon entretien où j'ai essayé de lui arracher les verres du nez, comment est-ce qu'on sauve la France, machin, parce qu'il a fait tout un livre. Donc c'était pas son truc de répondre, mais il finit par me dire, c'est tout ce qui, en chacun de nous, reste indéterminé. Oui. Donc ça rejoint à peu près ce que vous dites. Oui, parce que là, on est quand même dans un système qui se met en place à tous les niveaux, qui est un système gestionnaire, qui est un système de prédiction, de prévisibilité, d'automatisation, qui nous en sert de plus en plus. On est maintenant, on en parlera peut-être après, on est dans un, notamment dès qu'on va sur Internet, on est pris dans, on est fournisseur de data qu'on va utiliser pour nous vendre tout un tas de choses et aussi pour prévoir nos comportements futurs. C'est quand même très inquiétant. Or, je pense qu'effectivement, qu'il s'agisse du développement personnel, de l'ésotérisme contemporain, ce que j'appelle le zozotérisme, parce qu'il y a une tradition ésotérique classique qui est tout à fait respectable et qui a toujours été là, pour ainsi dire, dans l'histoire de l'humanité, et puis le management contemporain, ou le néo-management, ont tous les trois le même ennemi, c'est le hasard, la contingence, le fortuit, l'imprévisible. On veut réduire au maximum l'irruption de l'imprévisible dans nos existences et dans la gestion des entreprises. Alors je comprends que ça puisse faire peur, mais l'ouverture à l'imprévu, c'est quand même aussi une forme de liberté. C'est pour ça que la rêvasserie et l'ennui sont des moments où l'imprévu peut arriver, où le fortuit peut advenir. Et je pense qu'on est tellement acharné à vouloir réduire la part d'imprévu qu'on finit par détruire toute possibilité d'initiative. Et justement, parlons de ce zozotérisme. C'est votre deuxième livre. Je crois donc je suis. Et que vous avez écrit par un peu comme le premier, suite à le constat d'un regain d'intérêt pour ces thèmes-là. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui a eu un regain d'intérêt, et ensuite surtout comment c'est lié pour vous au développement personnel? Alors, c'est venu. Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement la constatation empirique de l'efflorescence de livres dits ésotériques. Alors, encore une fois, l'ésotérisme, c'est une très longue tradition, les mystères d'Éleusis en Grèce ancienne. La période de la Renaissance aussi a été très propice à l'ésotérisme. La fin du 19e, début du 20e, avec le spiritisme, les choses comme ça, les tables tournantes. Tout ça, c'est de l'ésotérisme. Mais ésotérisme, c'est un terme qui apparaît très tardivement, ça apparaît au 19e siècle. Donc en fait, ça recouvre
un système de recherche, de connaissances qui ne se définissait pas comme tel et qui n'était pas séparé jusqu'à récemment de ce qui est devenu une espèce de savoir légitime. C'est-à-dire que vous pouviez très bien, au XVIe siècle, je prends l'exemple de Jean Bodin, par exemple, qui a écrit un livre sur la souveraineté, donc qui a créé le concept de souveraineté, la souveraineté étatique, politique, et en même temps, il établissait des horoscopes. Vous voyez ? Donc, il n'y avait pas de concurrence entre les deux. C'est ensuite que les choses se sont séparées à partir d'un certain moment où la pensée scientifique devient le paradigme dominant, donc à partir de Descartes, Galilée, XVIIe siècle, et plus encore ensuite. Mais l'ésotérisme contemporain ou le zootérisme, en fait, ne se réclame pas de cette belle tradition. Il entend faire un peu table rase. Et ce qui a suscité mon émerveillement, c'est la lecture d'un livre qui était numéro 1 des ventes en France quand il a paru, mais je ne sais plus, ça devait être 2022 ou 2023, qui s'appelle « Les clés de votre énergie » de Natacha Calestrémé. Oui, mais voilà, donc numéro 1 des ventes en France, c'est déjà un signe. Ensuite, il y a les conférences de Madame Calestrémé et surtout ses livres, donc j'ai lu avec avidité Les clés de votre énergie, et il y a 14 protocoles pour arriver à reprendre le contrôle de sa vie, quoi, grosso modo. Alors on part de choses effectivement très développement personnel, et puis à un moment, on nous parle de guide, donc une espèce d'entité invisible de la famille des anges gardiens, et il y a notamment le protocole 14 qui était, je pense, un summum de la littérature française, où elle nous explique que pour s'adresser à son guide, parce qu'il faut bien lui parler, il faut connaître son nom. Donc il faut trouver son nom. Donc elle nous explique comment procéder. On se met le dos à une bibliothèque, comme celle-là. Alors il y a une petite formule invocatrice qu'il faut absolument prononcer, ô guide, aide-moi à trouver ton nom, quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement, mais c'est l'idée. Et puis vous prenez un livre au hasard en fermant les yeux, vous l'ouvrez toujours au hasard, et à l'endroit où se tiennent vos pouces, ils tiennent le livre ouvert, vous commencez par le pouce droit, vous regardez s'il y a un nom ou un prénom qui apparaît, ou alors le pouce gauche, si ça va pas, vous changez de page, si vous en trouvez vraiment pas, vous n'êtes pas doué, il faut changer de livre, mais voilà, vous allez trouver comme ça le nom de votre guide. Et là, on bascule complètement dans l'ésotérisme, on n'est plus dans du développement personnel. Mais le mouvement est le même, la recherche est la même, le besoin est le même, en ce sens que, encore une fois, il s'agit de trouver des ressources. Mais ces ressources-là, toujours dans notre régime d'immanence totale, sera dans ce monde-ci, éventuellement dans l'univers, mais enfin, il n'y a plus de transcendance. Et donc, il va falloir s'assurer soi-même ou se réassurer soi-même par le biais de pratiques qui sont remises au goût du jour et qui n'ont jamais vraiment disparu, comme tout ce qui est ce qu'on appelle les mancies, c'est-à-dire tout ce qui est divinatoire avec l'astrologie, la numérologie, le tarot, les oracles qui ont connu un développement considérable ces dernières années. Et toutes ces choses-là vont nous aider à avancer dans la démarche dans la quête de sens, si importante aujourd'hui, sachant que ça se construit par opposition au grand modèle qui était celui de l'Église pour la France, puisqu'il ne s'agit surtout pas de religion, parce qu'on assimile la religion, le développement personnel assimile la société à un ensemble de conventions hypocrites. L'ésotérisme contemporain assimile la religion à un dogme qui infantilise pour le coup l'individu, et il faut sortir de ça et aller sur son propre chemin de spiritualité. Alors on utilise le terme spiritualité ou sagesse, parce que ce sont des termes suffisamment flous pour y faire entrer tout ce qu'on veut. Et
on est dans un système, on a basculé, alors il y a eu plusieurs étapes, mais il y a eu une déchristianisation, plus ou moins rapide en fonction des régions, si on parle toujours de la France. Mais grosso modo, la dernière vague, c'est les années 60 en France. C'est pas un hasard, mais voilà. Donc, l'Église catholique, qui détenait quasiment le monopole de ce qu'on appelle les biens de salut, c'est-à-dire voilà, le récit qui donne un sens à la vie, et qui donne un sens à la mort aussi. Le monopole de l'Église finit de s'effondrer et donc crée un vide. Et petit à petit, va se constituer un marché des biens de salut. Alors c'est une sociologue des religions qui s'appelle Françoise Champion qui en parle, et il ne s'agit pas de marché au sens d'image ou d'analogie, c'est un marché au sens propre, c'est-à-dire que là aussi la concurrence s'est mise en place. Et pour satisfaire cette concurrence, pour la vivifier, eh bien, vous avez tout un tas d'acteurs, donc les éditeurs pour ce qui concerne les livres, mais aussi les influenceurs ou les conférenciers ou les formateurs ou les coachs aussi, hein, on mord sur le monde professionnel aussi. Ils vont vous proposer tout un tas de choses, et sur ce marché libre, l'individu qui n'est pas croyant mais qui est en quête, disons, va choisir les contenus qui l'intéressent. Donc, il peut y avoir de la sorcellerie, il peut y avoir du chamanisme, il peut y avoir du néopaganisme, du néo-druidisme, il peut y avoir de la lithothérapie. Donc, on mord aussi de ce côté-là sur le soin, parce que le bien-être, aujourd'hui, c'est le corps et l'esprit. Voilà, ce qu'on a appelé une nébuleuse, parce que c'est très difficile d'arriver à circonscrire les frontières. Comme je vous le disais, ça mord sur un peu tous les domaines, parce que la spiritualité, voilà, c'est quelque chose de tellement diffus qu'on peut lui donner le sens qu'on veut. Et donc, voilà, il va y avoir ces directions, ces choix en fonction des goûts personnels, des influences du moment, sur telle ou telle pratique, mais qui ne sont pas exclusives les unes des autres. C'est-à-dire qu'on peut faire un peu de chamanisme, on peut faire un peu de sorcellerie, on peut faire un peu de tirage de cartes. On consomme de la spiritualité. Oui, et c'est vécu comme un acte de liberté, puisque la religion, c'est l'orthodoxie, les commandements, les préceptes. Ça, l'individu contemporain n'en veut plus. Il veut choisir son propre chemin, il va faire son marché. Dans Marcel Gauchet, il dit que ce qui a fait la transition entre notre état actuel, où il n'y a plus de grands vecteurs de sens, de grands récits, et le grand récit religieux, c'est les grands récits des totalitarismes, fascisme, socialisme, qui donnait aux gens la possibilité de s'inscrire dans quelque chose de plus grand, et qui parlait de créer un futur idéalisé, etc. Et c'est vrai que maintenant les gens sont très seuls, et que c'est très déroutant d'être dans une vie qui semble ne pas avoir de sens, de devoir trouver du sens eux-mêmes. Donc ça crée un marché énorme en fait. Oui, et d'autant plus que ce sont des interrogations tout à fait légitimes. Mais il y a un nouveau grand récit qui s'est mis en place, qui est le récit. Alors, on peut lui donner divers noms, mais technosolutionnisme, transhumanisme. J'ai tendance à penser même que le développement personnel est le software du hardware qui est le transhumanisme, cette idée d'optimiser. Voilà, ça c'est un grand récit qui s'est mis en place et qui a pas mal d'adeptes aussi. Ouais, qui en a beaucoup. C'est très intéressant ça. Je pense que c'est clairement leur objectif. Enfin, il y a beaucoup d'économistes qui parlent de ce qui suivra le néolibéralisme et qui parlent de néo-féodalisme ou en tout cas d'un monde dominé beaucoup plus qu'aujourd'hui encore par les géants du numérique. C'est-à-dire qu'on serait passé de la privatisation du monde qu'impliquait le néolibéralisme à l'appropriation du monde par quelques dizaines d'entreprises numériques.
Ah oui, système de prédation. Bah, ça se voit déjà dans certains pays, en Afrique notamment. C'est un système de prédation qui s'est mis en place, d'exploitation des ressources naturelles. Ça fait un moment que ça dure, mais effectivement, il y a des regroupements comme ça qui inquiètent, hein, parce que certaines entreprises deviennent plus puissantes que certains États. Donc, le lien entre l'économique et le politique, ou en tout cas la frontière entre les deux, est de plus en plus ténue. On avait déjà connu des choses comme ça, hein, la Compagnie des Indes au XVIIIe siècle. C'était une entreprise qui avait été jusqu'à former sa propre armée. Nous, on est dans une tradition française d'un État fort, centralisé, qui pourvoit à beaucoup de choses, mais c'est pas le cas de tout le monde. Les États-Unis, c'est une tradition totalement différente, on voit. Mais effectivement, on a du mal à concevoir ça, nous. Mais cette idée qu'il puisse avoir des groupes de pression, des systèmes de pouvoir qui soient non étatiques, même si ça existe déjà, puisqu'il y a des pouvoirs supra-étatiques. L'Europe est un pouvoir supra-étatique, l'OMC, le FMI, la Banque mondiale sont des systèmes supra-étatiques qui, justement, restreignent le pouvoir d'agir, le pouvoir d'action des États, le marché, évidemment. Mais oui, il y a quelque chose comme ça qui se profile et qui a l'air de s'emballer depuis l'élection d'un certain président outre-Atlantique. Ouais, bah, ça permet de faire le lien avec votre dernier livre, Crise de soi, où pourquoi vous l'avez écrit, ce livre? Je l'ai écrit parce qu'il me semblait que il fallait que je termine d'une certaine façon ce que j'avais déjà commencé avec le développement personnel et l'ésotérisme, sachant que pour moi, les deux premiers donnaient les exemples et illustraient une façon de se déposséder de soi-même tout en pensant être authentique, selon l'expression, selon le mot toujours utilisé et jamais défini par le développement personnel, cette forme de captation de l'affect. Je pense que dans les réseaux sociaux, elle s'exprime à plein. Alors évidemment, comme pour le développement personnel, comme pour l'ésotérisme, avec des degrés différents, hein, mais il y a quand même une tendance lourde qu'on retrouve, c'est-à-dire l'imposition de la loi du marché, la privatisation, et puis ce mouvement pervers, justement, qui consiste à exploiter ce qui, au départ, relève du don de soi, c'est-à-dire que on va sur des sites, on surfe, on fournit des données, on communique, on échange avec des gens, ça peut être très bien, évidemment, mais ça, c'est détourné pour alimenter un système de captation, un système marchand, quoi. Et voilà, c'est encore une fois, c'est partir d'une démarche légitime, tout à fait noble et louable, qui est l'ouverture à l'autre ou, je sais pas, la quête de connaissances, peu importe, il y a beaucoup de motivations différentes. Les réseaux sont censés être des outils pour relier les gens, et en fait, la chose se retourne, puisqu'on finit par devenir les objets du marché nous-mêmes, des produits nous-mêmes. C'est exactement le phénomène qui était déjà à l'œuvre, c'est-à-dire un besoin d'appartenance non rempli, une quête de sens pour des individus livrés à eux-mêmes pour répondre à ces besoins fondamentaux, et qui se retrouvent sur des réseaux sociaux qui exploitent à fond la situation. C'est-à-dire, vous êtes seul, vous avez besoin d'appartenance, vous avez besoin de sens. Nos algorithmes vont vous aider, en fait, à trouver des communautés pour vous, trouver du sens pour vous. Mais qu'est-ce qui se passe, du coup? C'est comme on a besoin à fond de remplir, comme c'est des besoins profonds chez nous, on va se conformer à ce que les algorithmes attendent de nous pour qu'ils nous récompensent un sentiment d'appartenance ou un sentiment de trouver du sens. Et ils nous récompensent, et c'est très infantile aussi, c'est très infantilisant cette histoire de récompense. Et d'un coup, on est dans cette auto-exploitation de nous-mêmes, cette mise en scène, cette standardisation. Donc en fait, tout ce qui était déjà à l'œuvre, que vous aviez décrit, c'est pour ça que je suis très content que vous ayez fait ce 3e livre sur les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment tout ce qui était à l'œuvre
qui se retrouve super amplifié par les réseaux sociaux dans une espèce de fuite en avant, mais qui va très vite d'un coup. Donc ça s'est accéléré, quoi. Oui, parce que c'est encore une fois la même démarche. On espère acquérir une connaissance de soi-même, une connaissance ou une maîtrise de la communication avec autrui, et on s'offre d'une certaine façon, parce qu'il faut s'offrir un minimum pour aller vers l'autre, on s'ouvre, et en même temps, on intègre très vite les règles du jeu qui doivent mener à l'appartenance, qui est toujours temporaire et instable, et à la reconnaissance. Et pour accéder à cette reconnaissance, à cette visibilité, à ces likes, etc., on va petit à petit donner à voir ce qu'on attend de vous, et non plus ce que vous êtes. C'est-à-dire que, oui, on va montrer les beaux voyages qu'on fait, les sorties avec son chéri, ce qu'on mange le midi, enfin peu importe, mais toujours, voilà, on va encore une fois délivrer des choses qui se présentent comme étant positives, parce qu'il faut être positif, bienveillant, etc. Quitte à mentir un peu, quitte à truquer un peu, parce qu'on va pas se montrer, ou alors en riant, on va pas se montrer à son désavantage, mais si on arrive à en rire, c'est déjà beaucoup. Mais tout ça masque. Alors, il y a une espèce, encore une fois, d'aliénation, parce qu'il y a une espèce de moi virtuel, une identité numérique qui se constitue, mais qui n'est pas tout à fait la réalité. Et à quel moment le moi réel et le moi numérique définissent la place de l'un et de l'autre, on ne sait pas. Dans quelle mesure l'un agit sur l'autre, on ne sait pas. Et en même temps, tout ça génère des flux de données qui vont être exploités contre vous, mais en vous disant que c'est pour vous. C'est-à-dire qu'on va cibler les publicités, on va savoir à quel moment vous vous connectez, combien de temps vous vous connectez, sur quel site vous allez, qu'est-ce qui vous intéresse, et du coup, on va pouvoir vendre ça pour ceux qui veulent vous vendre ce que vous avez déjà regardé. Et d'une certaine façon, et c'est aussi un fil rouge à travers les 3 livres, il y a la question du désir, c'est-à-dire que le désir suppose l'attente, suppose une projection, mais à partir du moment où on vous donne, où on vous soumet ce que vous êtes censé désirer et qui a été déterminé par vos choix précédents, il n'y a plus le temps du désir. On est juste dans la jouissance, comme diraient les psychanalystes. En tout cas, on espère être dans la jouissance. Et donc, ça devient très compliqué de savoir ce qu'on veut vraiment. Et si ce qui a été nous dans le passé doit forcément être le nous de l'avenir. Mais encore une fois, on est dans un système de flux et d'accélération et de réduction de l'incertitude et des frictions pour aller vers une forme d'automatisation. Nos désirs sont automatisés et anticipés. Oui. On n'a plus le temps de désirer parce que ce qu'on désire est anticipé par les algorithmes. Oui. Et le truc que je trouve très intéressant, c'est que quand vous avez dit le développement personnel est le véhicule du transhumanisme. Alors, vous avez dit comment déjà? Vous l'avez dit? J'ai dit le software. Voilà. Le software et le transhumanisme, le hardware. Mais en fait, le développement personnel, c'était la bêta. C'est-à-dire que le développement personnel nous intime qu'il est de notre responsabilité de trouver du sens, d'être nous-mêmes. Mais les réseaux sociaux nous enferment dans un éventail de possibilités restreint et standardisé. Et que si c'est là qu'on va chercher du sens, l'éventail de possibilités est largement moins grand que dans le monde réel. Et vous avez dit aussi que tout ce qu'ils ont en commun, c'est d'éviter le hasard. Donc, on a sur les réseaux sociaux plus du tout le temps de désirer ou de rêvasser, parce qu'on est tout le temps occupé. Il y a plus du tout de hasard. Parce qu'en fait, ce qui nous est suggéré est mathématiquement ce qu'il faut nous suggérer. On est même manipulé pour que de temps en temps, il y ait plein de trucs qui nous intéressent pas, pour que quand il y a un truc qui nous intéresse,
bim, ça fasse de la dopamine. Et donc, là, on est dans une standardisation qui est d'un niveau, mais inégalé. Oui, et en même temps, le but et l'objectif, c'est toujours de se singulariser, puisqu'on est quand même dans un système, je ne sais pas pour combien de temps, mais dans un système où, grosso modo, ce qui importe le plus, c'est l'égalité, non pas par souci humaniste, mais parce qu'on veut pas que les autres soient moins égaux que nous, hein, ou plus égaux, je sais pas. Donc, il y a à la fois cette illusion qu'on est libre alors que tout concourt à nous déterminer, même à nous prédéterminer. Donc c'est vraiment le contraire même, c'est le contraire du hasard et c'est le contraire de la liberté. Mais c'est tellement le contraire de la liberté. On est de plus en plus prédéterminé. On en parlait en off avant que ça commence, mais au début sur les réseaux sociaux, les gens, c'était un peu freestyle. C'est-à-dire que il n'y avait pas de règles, les gens savaient pas trop, donc il y avait plein de choses à inventer, plein de manières d'être, de faire. Maintenant, les gens copient le contenu produit par d'autres, mais ils le copient. Donc on est dans un monde très étrange où on performe des avatars. Vous savez, dans les jeux vidéo, on choisit des avatars, donc on a le choix. Dans World of Warcraft, je sais pas, il y en a 20, mais c'est énorme. Enfin voilà. Donc, et là, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment ça. Donc on a la gym girl, on a l'influenceur mascu, on a le yoga, le prof de yoga ésotérique, et qui se copient les uns les autres. Je veux dire, ils se regardent, ils se copient parce que ça marche. Oui, parce que ça marche. Donc on va faire pareil, ça va marcher aussi. Mais voilà, il y a une standardisation aussi, même des affects, même des émotions, puisque maintenant, on attend de vous que vous réagissiez d'une certaine façon, hein, et même si vous réagissez de façon outrée ou outrageante en vous livrant à des discours de haine, à des insultes, et ben en fonction des réseaux, ce sera possible. Bien sûr, mais en quoi ça sert le transhumanisme? Je suis curieux de savoir comment est-ce que vous projetez ce développement personnel encore plus intériorisé qui a lieu sur les réseaux sociaux, cette performance de soi, en quoi c'est le software du transhumanisme. Alors c'était plus ou moins une plaisanterie, mais c'est toujours cette idée d'optimisation. C'est-à-dire que il y a cette espèce de fondement qu'on retrouve très 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 souvent dans le développement personnel d'une individualité qui est cachée, dissimulée sous les scories de l'éducation, des relations familiales, des relations sociales, et il faut déblayer tout ça pour arriver à ce fameux moi authentique, ce moi véritable. Une fois, alors ça suppose une conception de l'intériorité psychique ou psychologique de l'individu qui est d'une pauvreté insigne, mais bon, c'est comme ça, parce qu'on parle pas du tout d'inconscient, hein. Là, l'inconscient n'existe pas pour le développement personnel, ou alors c'est une ressource de plus, donc n'a pas de sens. Mais il y a cette idée-là. Il y a une espèce d'énergie, ça aussi c'est un terme qui revient souvent dans le développement personnel et dans l'ésotérisme, l'énergie, encore une fois jamais définie, qui suppose une vision, comme on dit, holiste, c'est-à-dire que qui relie et qui nous fait appartenir à des ensembles plus grands, c'est-à-dire que l'esprit et le corps sont unis, certes, dans une certaine mesure, mais l'individu est aussi uni à l'énergie de l'univers. Ouais. Donc il s'agit de s'accorder avec l'univers, d'entrer en connexion. Alors il faut se reconnecter avec soi-même et il faut se connecter à l'énergie de l'univers. Il faut atteindre le taux vibratoire optimal. Voilà, une fois qu'on arrive à cette conception-là, on est en possibilité, on est en droit d'attendre une sorte d'individu qui ne connaît pas d'épuisement de ressources.
parce que ce moi authentique se régénère de lui-même, un peu magiquement, il faut le dire, et il va nous permettre justement de dépasser les répétitions d'échecs, les scénarios qui se reproduisent aussi, les situations bloquées, les conflits parentaux, familiaux, professionnels. Tout ça va se résoudre par l'application de certaines méthodes. Alors le plus connu d'entre elles, c'est le livre de Don Miguel Ruiz qui s'appelle Les 4 accords Toltec, qui a connu une version qui a pour titre Manager avec les accords Toltec. Donc voilà, développement personnel, entreprise, mais qui en fait ne sont... C'est malheureux à dire parce qu'il y a un bandeau sur l'exemplaire, la traduction française, qui précise que c'est le livre de sagesse le plus vendu dans le monde. Et ça m'embête de le voir le dire, mais je vais me cacher derrière Eva Illouz, donc qui avait écrit avec Cabanas Apicratie il y a quelques années. Et à la fin du livre, elle s'interroge sur le manque de recul et d'esprit critique des lecteurs du développement personnel. Ce qui n'est pas tout à fait juste, parce qu'il y a des choix qui sont faits, il y a des choses qui nous parlent plus ou moins dans les livres de développement personnel, donc on ne suit pas les choses aveuglement, mais quand même. Et pour en arriver à dire que les 4 accords Toltec, qui sont quand même une somme d'énoncés de bon sens, comme Madame Michu aurait pu nous en donner il y a déjà 60 ou 80 ans, il faut avoir une conception de la sagesse particulièrement pauvre. C'est ça qui est triste, en fait. C'est qu'effectivement, de par les réseaux, par exemple, c'est un livre qui ne cesse de se vendre à des centaines de milliers d'exemplaires par an, en France. Et on considère ça comme le summum de l'éthique de l'humanité. Donc, c'est affreux parce que on postule effectivement qu'on a ce potentiel quasiment infini en nous, et en même temps, on se sert d'instruments tellement émoussés que je vois pas tellement où on pourrait aller, à part à l'enchaînement de platitudes qui vont se révéler inopérantes très rapidement, parce que quand bien même on supposerait que tous les moi authentiques et tous les moi profonds de chacun et chacune d'entre nous sont pétris d'intentions louables, il se trouve que pas beaucoup d'efforts à faire pour se rendre compte que, visiblement, l'humanité n'est pas que bonté. C'est vrai que curieux de savoir ce que pense le développement personnel des personnalités de certains de nos amis autoritaires, militaires, génocidaires du moment. Est-ce que Benjamin Netanyahu n'a pas trouvé son soleil intérieur? Mais si je suis un psychopathe et que mon but est de tuer le maximum de gens, je vais laisser parler mon moi authentique. Oui, là, il n'y aura pas de filtre. Hein. Est-ce que c'est souhaitable pour autant? Bon, évidemment non. Mais c'est ça aussi, on peut très bien dire tu vois un tel, il a un comportement déplorable. Oui, mais tu sais comment il est comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Non, effectivement, le processus de civilisation que décrit Norbert Elias, c'est ça, c'est l'autocontrainte, c'est l'adoption de règles de civilité, c'est les règles de politesse, c'est les règles sociales. Voilà, c'est tout ça, ça fait partie. On ne peut vivre en société que par un minimum d'autocontrainte. Et pour revenir sur l'histoire de software, du transhumanisme, en fait, on a reçu Julien Gobin, qui est un jeune philosophe qui a écrit un livre sur, alors le nom de son livre, La fin de l'individu. La fin de l'individu, exactement. Et donc ça a quand même la fin de l'individu, et qui dit que peut-être que l'émergence de l'intelligence artificielle va nous faire changer de civilisation, parce que ça nous ferait changer de paradigme sur lequel notre civilisation actuelle est assise, c'est-à-dire que on passerait d'une civilisation assise sur l'idée qu'on a un libre arbitre à une civilisation basée sur l'idée que nous sommes totalement déterminés, puisque des algorithmes et des intelligences artificielles arrivent totalement à deviner ce que nous sommes, nos plus profonds affects, etc. Et donc, ça peut servir de software aux transhumanistes, dans le sens où les transhumanistes sont profondément inégalitaires.
C'est-à-dire qu'il y a eux, les pharaons, et nous, les esclaves. Et donc, ça permettrait en fait de nous enfermer, comme ils pensent que eux ne sont pas déterminés, eux sont des demi-dieux qui ont échappé à au déterminisme et qui peuvent se réinventer le monde dans l'infini, pendant que nous, espèce de bêtes de somme, nous nous contentons des personnalités standardisées qui nous attendent dans leur monde numérique. C'est un scénario possible, effectivement. D'autant plus qu'on l'a dit, la servitude volontaire n'est pas quelque chose qui dérange tant que ça. Mais si effectivement il y a déterminisme intégral, il n'y a plus de morale. Parce que ce qui fonde la morale, c'est aussi la liberté de choix, et c'est aussi l'inclinaison vers l'action morale ou l'action vertueuse. Alors, comme disait Dostoïevski, si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Oui, mais c'est un peu ça le problème. C'est un peu la limite aussi de la conception de déterministe totale. Ce que dit, j'ai entendu Bégodeau une fois dire qu'on est déterminé à agir comme si on avait un libre arbitre. Oui, la formule me paraît bien trouvée. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour échapper à ce piège mortifère qui semble se fermer sur nous? Je veux dire, avec ce développement personnel inscrit dans les algorithmes des réseaux sociaux auxquels nous sommes accros. Individus isolés dans une société qui ne nous propose plus facilement d'appartenance collective ou de sens. Comment on fait? Comment on fait? C'est quoi la solution, la question qui tue? Je la garde toujours pour la fin. Pour les courageux, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Eh ben, on pense collectif. Mais collectif concret, charnel, véritable. Collectif des gens qui se rencontrent dans la vraie vie. Collectif des gens qui font quelque chose. Parce qu'on peut très bien s'interroger de façon interminable sur quel principe doit déterminer nos actions, quelle fin est véritablement morale. On ne saura jamais. On ne saura jamais, même si un seul acte moral a été vraiment fait dans le monde pour la morale, et non pas par orgueil ou autocompassion. Mais faire les choses, c'est quand même, ça repose sur des principes très simples, c'est-à-dire ne pas juger sans connaître, ne pas s'arrêter aux apparences, laisser le bénéfice du doute, avoir le premier geste plutôt que le dernier mot. Voilà, c'est des choses très très simples, ça. Simples, mais difficiles à mettre en place. Mais je crois que c'est ça, la seule possibilité de faire quelque chose. C'est-à-dire que il se trouve que ce qu'on appelle des acquis sociaux, pour prendre cet exemple-là, qui sont des conquis sociaux, ne l'ont jamais été par un don gracieux de ceux qui pouvaient le faire. Ça a été le résultat d'un combat. Je pense que de tout ce dont on a parlé, il y a aussi une conséquence qui est la dépolitisation. La dépolitisation par méfiance vis-à-vis du collectif, par méfiance vis-à-vis d'autrui qui ne correspond pas à nos critères et qui ne rentre pas dans toutes les cases qui font que je peux m'adresser à lui et encore j'arrête dès que j'en ai plus envie. Voilà, l'ouverture à la différence, la réflexion, la pensée, c'est ça aussi, c'est s'ouvrir à la matière étrangère. C'est pour ça qu'en philosophie, il n'y a pas de matière étrangère, comme disait Canguilhem, je crois. C'est ça, c'est accepter la différence. Alors ça a l'air comme ça très très pompeux, mais non, mais c'est très simple en fait. C'est accepter que les gens ne pensent pas comme nous,
parce qu'ils ont des raisons de le faire, parce qu'il y a différents types de raisonnement, différents types de rationalité, et qu'à partir du moment où, pour se rassurer soi-même, on exacerbe certaines positions qui font qu'elles deviennent absolument inconciliables avec celui qui me fait face, parce qu'on appartient, moi, au camp du bien, évidemment, et lui au camp du mal, là, c'est foutu. Il n'y a plus de dialogue possible. Et je pense que d'une certaine façon, c'est presque un peu trop tard, parce qu'on a pris de très mauvaises habitudes ces dernières années, accentuées par les réseaux sociaux, accentuées par certains médias ou certaines presses, vous voyez de quoi je veux parler, accentuées par cette espèce de narcissisme permanent qui consiste à vouloir avoir raison et à ne jamais admettre qu'on s'est trompé. On se trompe, c'est normal. Je veux dire, il n'y a pas de honte à ça. La honte, c'est de persévérer dans son erreur, quoi. Et je pense que c'est ça, le petit chemin, le petit sentier qui peut vite être masqué par les broussailles, c'est accepter d'aller vers la différence. Accepter que nous ne ferons quelque chose que ensemble. Ça fait une magnifique conclusion, de la politisation pour créer de l'appartenance, pour créer du sens, pour créer du lien. C'est ce qu'on essaye de faire aussi avec Penser c'est chouette. Merci beaucoup Thierry Jobard. Merci Théodore.